naissance à la civilisation arapéenne et au site de Mohenjo-Daro, prend sa source dans les chaînes de l'Himalaya en Chine. Il passe ensuite dans le Cachemire, puis traverse le Pendjab et la province du Sindh, avant de se jeter dans le golfe d'Oman, à l'est de la ville pakistanaise de Karachi. Eh bien, le Pakistan, qui est un pays essentiellement agricole, dépend de ce fleuve pour ses ressources en eau à hauteur de 76%. Eh bien, c'est là une situation préoccupante pour l'État du Pakistan, dans la mesure où la tension est presque permanente avec le voisin indien, sur les questions de frontières, sur la question du Cachemire, sur l'influence en Afghanistan, et bien sûr sur la question de la parité nucléaire. Deuxième exemple, au Moyen-Orient. Le Tigre et l'Euphrate prennent naissance dans les monts du Taurus, dans l'est de la Turquie. Vers l'aval, ils se dirigent vers la Syrie et l'Irak, deux grands États qui ont besoin de l'eau de ces fleuves, notamment pour l'irrigation de leur agriculture. Eh bien, la Turquie s'est lancée dans un programme important de développement de la partie sud-est de son territoire, dans le Kurdistan turc. Elle y construit des barrages pour alimenter en eau cette région et y développer l'agriculture. Or, ces barrages créent une rétention importante du débit de l'eau vers les deux pays de l'aval, ce qui crée des tensions politiques entre les trois États, tous plus ou moins tributaires des eaux de ces deux fleuves. Eh bien, cet exemple permet de montrer que l'eau est une ressource partagée, nullement nationale. Elle n'est pas en soi une source de tension politique, mais elle peut le devenir en fonction de l'état des relations politiques entre les pays voisins. Regardons maintenant un troisième exemple en Amérique latine, mais cette fois en évoquant la question des eaux souterraines. On l'a vu tout à l'heure sur la carte anamorphosée, l'Amérique latine détient à elle seule environ un quart des ressources en eau douce de la planète. Et parmi ces ressources, il y a un aquifère souterrain qui est peu connu, qui s'appelle l'aquifère Guarani. On voit sur la carte où il se situe, et cette nappe immense suscite de nombreuses convoitises. Alors de quoi s'agit-il exactement? L'aquifère Guarani est le résultat d'éruptions volcaniques qui ont eu lieu il y a 65 millions d'années. À l'époque, la lave, en refroidissant, s'est transformée en un bouclier de basalte. Puis après l'ère des glaciations, l'eau de la fonte a rempli les couches rocheuses souterraines, très poreuses, formant ainsi cet immense réservoir. Avec près de 1 million de kilomètres carrés, l'aquifère aujourd'hui est à cheval sur 4 États. Le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, et d'après les estimations, il contiendrait une quantité d'eau suffisante pour alimenter la population mondiale pendant près de 200 ans. Alors un tel chiffre est évidemment approximatif, car on ne connaît pas exactement les potentialités de cet aquifère, les explorations étant coûteuses. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'accès à cette nappe est tout à fait stratégique, et pour les 4 États riverains, et plus largement, puisque l'accès à cet aquifère est recherché par les géants de l'agroalimentaire et les entreprises productrices d'éthanol. Or, malgré l'immensité de la ressource, elle n'a rien d'infini, et l'on en perçoit déjà la fragilité et la limite. Certaines villes de la région, comme Ribeirão Preto, sont approvisionnées exclusivement grâce à l'eau de l'aquifère. Les zones de pompage sont faciles, et c'est là où, précisément, l'urbanisation est la plus importante. Ce bétonnage et l'urbanisation à outrance empêchent l'eau de pluie de pénétrer la roche, donc la nappe ne se recharge pas. De plus, ces zones de recharge sont fréquemment soumises à une forte pollution venant des pesticides et engrais utilisés dans les exploitations agricoles ou des eaux usées issues des industries. Alors ce cas de l'aquifère Guarani